Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, le thème c'est celui de l'actualité de la vie politique, économique et financière américaine. Le point de vue américain dans ce quart d'heure américain, c'est avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain à distance et en vidéo avec nous. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'aucun bateau n'a franchi Hormuz, ni dans un sens ni dans l'autre ce dimanche. Le week-end a été marqué par un regain d'escalade avec des échanges d'amabilité et plus que ça encore, puisque on commence à se tirer dessus dans le détroit d'Ormuz pour résumer les choses simplement. Pierre-Yves, pour autant, les marchés actions mondiaux se portent plutôt bien et encore plus quand on regarde les marchés d'actions aux États-Unis, puisque le S&P 500 et le Nasdaq ont explosé leur record historique. On danse sur un volcan. Pour reprendre une expression plus boursière, on escalade allègrement le mur de l'inquiétude, the wall of worry. Vous vous souvenez de M. Granville dans les années 70 et 80, ce gourou qui prétendait nous dire ce qu'allait faire le Dow Jones. Il disait on ne monte jamais aussi vite que quand on escalade le mur de l'inquiétude. Alors là, tous les ingrédients du mur de l'inquiétude sont réunis et on les escalade allègrement. J'ai essayé de faire une espèce de liste de ces, non pas justifications, mais de ces tentatives d'explication de cette euphorie, en commençant peut-être d'abord par signaler que c'est une euphorie qui marque surtout les marchés d'actions, et moins le marché obligataire, et moins le marché pétrolier, puisque le rendement du T-bond à 10 ans était en dessous de 4% quand les hostilités ont commencé. On est aujourd'hui autour de 4,30 tout de même, et que le baril de pétrole américain pour livraison au mois de décembre est entre 15 et 20% au-dessus du niveau où il était quand les bombes ont commencé de pleuvoir sur l'Iran. Donc il y a une euphorie chronique où, sur les marchés d'actions, on considère que non seulement le verre est à moitié plein, mais que, alors qu'il est un tiers plein, on estime qu'il est à 100% plein. Pourquoi ? Alors j'ai essayé de garder le meilleur pour la fin. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est peut-être en raison de mon âge qui ne fait qu'avancer, c'est que cette jeune génération qui s'intéresse à la bourse et qui joue un rôle important pour les investisseurs individuels dans le volume maintenant, plus qu'il y a quelques années, cette jeune génération a beaucoup moins peur du risque qu'avant. Elle ne se souvient pas des 15 premières années du siècle, où on était quand même dans le trou si on avait acheté en 2000 jusqu'en 2015. Elle a quelque part intégré le fait que la Réserve fédérale pourra nous faire de l'assouplissement quantitatif si ça va très mal, et que quelque part dans les esprits, cette espèce de put permanent est là, et que ce qui a été le Greenspan put, ensuite le Bernanke put, deviendra demain le Walsh put. On reviendra sur la situation de monsieur Kevin Walsh. Les résultats trimestriels sont bons pour le moment. Quelques exceptions quand même. Netflix a déçu dans ses perspectives, Wells Fargo aussi. Donc attention, la saison ne fait que commencer, comme vous l'avez très bien dit. Les analystes, au cours des dernières semaines, ont largement ignoré ce que pourraient être les conséquences pour les marges des entreprises du maintien du pétrole autour de $100. Et je pense qu'on s'expose à des révisions à la baisse des estimations de la part des analystes. Mais pour le moment, dansons sur le volcan. Il y a un autre élément qui me frappe, bien sûr, c'est que beaucoup ont du mal à prendre Donald Trump au sérieux. On voit que sa communication est une communication qui est destinée à nous faire croire que la victoire est assurée, que la victoire s'est déjà produite, ou qu'elle est imminente, et on arrive, alors que nous sommes bientôt fin avril, bientôt, plus d'un mois et demi de combat, bientôt 2 mois, à nous faire croire que c'est une petite intervention militaire qui ne porte pas le nom de guerre, qui ne mérite pas d'être considérée comme une déclaration de guerre, et qui donc n'est qu'un petit blip sur l'écran et n'aura pas de conséquences. Et on se rappelle de ce qui s'est passé au mois d'avril, où les marchés se sont effondrés en avril, et ensuite on rebondit très rapidement et on se dit on ne va pas se faire avoir cette fois-ci. Alors attention, je crois que Deutsche Bank a fait une note à ce sujet
ce matin, en avril, Donald Trump contrôlait tout. En avril, Donald Trump décidait de ce qui allait se passer sur les tarifs douaniers, sur les droits de douane. Aujourd'hui, Donald Trump ne contrôle pas ce que peut faire l'Iran. Ah. Donc le parallèle avec les occasions de ces derniers mois de profiter d'une baisse du marché pour racheter massivement, méfions-nous de cette comparaison. On peut racheter la situation de l'impact important qu'ont les fonds de spéculation sur la liquidité. Beaucoup de fonds spéculent à la baisse et les rebonds se font sur des achats massifs de couverture qui exagèrent l'optimisme et qui font croire que finalement tout va très bien. Voilà les quelques éléments que j'ai intégrés. Très intéressant, Pierre-Yves. Effectivement, un bon résumé de la situation avec tout ce que ça comporte comme incertitude encore sur la course des marchés actions derrière ce rebond. Et partant de là, effectivement, est-ce qu'on atteint à nouveau un risque de complaisance dans ces marchés actions ? C'est toute la question. Heureusement, cette saison de publication de résultats apportera peut-être des éléments d'analyse et de conviction un peu plus importants pour les investisseurs. Parlons de Thom Tillis, Pierre-Yves, ce sénateur républicain. Alors, j'imagine Thom Tillis voit assez peu d'intérêt pour lui à se plier aux volontés de Donald Trump, le président des États-Unis, puisqu'il reste dans une posture assez ferme et solide sur la question de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine et son choix de refuser, quoi qu'il arrive, la validation de Kevin Warsh tant que les poursuites contre Jérôme Powell et la Fed ne seront pas abandonnées. Que veut Thom Tillis et que cherche-t-il, Pierre-Yves ? Alors, j'aimerais vous dire que Thom Tillis est un homme courageux et un homme de principe. C'est certainement un homme de principe, mais son courage est à nuancer dans la mesure où Donald Trump ne peut pas grand-chose contre lui puisqu'il a annoncé qu'il quitterait le Congrès en janvier. Donc Donald Trump ne peut pas user de la menace dont il use régulièrement lorsqu'un républicain au Congrès cherche à lui barrer la route, qui est de dire « je vais vous imposer dans les primaires un candidat concurrent MAGA qui va diviser les voix en deux, qui va vous obliger à vous ruiner au niveau des primaires et qui vous présentera comme candidat affaibli lorsque l'élection générale se produira. » Thom Tillis ne peut pas être attaqué sur ce point-là et il a décidé de dire tout haut, en fait, ce que beaucoup de sénateurs dans la commission bancaire du Sénat et ailleurs à la Chambre haute pensent tout bas. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cet acharnement ridicule sur Jérôme Powell, d'autant que dans un mois, maintenant, Jérôme Powell ne pourra plus être président du Conseil des gouverneurs puisque cette partie-là de son mandat va expirer. Alors, le grand paradoxe, c'est que Thom Tillis, sénateur, rappelons-le, de Caroline du Nord, républicain qui représente la Caroline du Nord depuis 2015, qui a été speaker de la Chambre législative de Caroline du Nord, qui avant a travaillé chez IBM, qui avant a travaillé chez Pricewaterhouse, est un républicain plutôt modéré, il est très conservateur sur les questions sociales, notamment en matière d'avortement. En matière d'immigration, c'est un pragmatique, mais ça n'est pas un MAGA. Et il a décidé d'empêcher la sous-commission chargée des institutions financières qu'il préside de procéder à un vote sur la confirmation ou non de Kevin Warsh, bien qu'il considère par ailleurs que Kevin Warsh serait un type formidable pour diriger la Réserve fédérale. Il veut au préalable que le département de la justice et la Maison-Blanche abandonnent toute forme de poursuite, d'intimidation, d'enquête contre Jérôme Powell. Et Donald Trump a finalement une solution toute trouvée à sa tentative de déstabilisation de la Fed, c'est de dire, vous voyez, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Eh bien non, il persiste et il signe. La semaine dernière, Jeanine Pirro est allée à la Fed pour frapper à la porte, visiter le fameux chantier de rénovation du siège de la Banque centrale américaine.
rénovation qui devait coûter un peu moins de 2 milliards, qui va coûter 2,5 milliards, et qui est brandie comme Donald Trump, comme la preuve que Jérôme Powell non seulement est nul, mais probablement malhonnête. Mais il n'y a aucun élément de preuve concret. Le 3 avril dernier, un juge a tranché que toutes ces procédures d'intimidation n'étaient pas valides, et maintenant nous avons jusqu'au 4 avril pour que le département de la justice et la procureure nommée par Donald Trump se pourvoient en appel sur cette affaire. Si au-delà du 4 avril rien n'est fait, un vote pourra avoir lieu au Congrès à condition que Thom Tillis soit d'accord. Bon, on verra, on n'est pas encore à l'abri de rebondissements dans cette phase de succession de Jérôme Powell. Je rappelle, la date de départ prévue pour Powell, c'est le 15 mai. Au-delà du 15 mai... Jérôme Powell peut rester, bien sûr, alors gouverneur, ça il en a le droit puisque son mandat court jusqu'en 2028, mais il pourrait rester président par intérim d'une certaine manière de la Réserve fédérale américaine. Visiblement, Donald Trump pourrait aussi choisir peut-être au sein du board un président intérimaire. En tout cas, il y a une discussion presque légale entre l'interprétation des textes faits par la Fed de Powell et l'interprétation qu'en fait l'administration Trump aujourd'hui. Si vous avez 30 secondes là-dessus, Pierre-Yves, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un débat. Il y a des précédents, mais qui ne sont pas tout à fait comparables parce qu'on peut être patron de la Fed pro tempore, c'est-à-dire par intérim, en attendant que le futur patron soit confirmé par le Sénat. Mais ces précédents concernent Greenspan et Jérôme Powell, et dans des conditions où les présidents des États-Unis à l'époque voulaient reconduire ces présidents en place. Il n'y a pas de précédent lorsque le nouveau candidat est différent et où son mandat expire complètement. Donc les choses sont assez floues et il y a une possibilité de contentieux encore sur cette affaire d'ici quelques semaines si les choses se confirment. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci pour cet éclairage chaque semaine avec nous dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse en direct à 17h45 le lundi. Si vous nous suivez en live via vos box à la télévision ou sur bismart.fr, et vous retrouvez évidemment toutes ces interviews en replay ou en podcast en replay sur bismart.fr.